Dans les différents biscuits que je viens de vous citer, il y a, quelques ingrédients qui sont des ingrédients de base et qui sont toujours les mêmes, à savoir les œufs, à savoir la farine ou un mélange de différentes farines, je vais en parler dans quelques instants, et le sucre bien entendu. Nos chers amis qui écoutaient et qui regardaient le podcast Si on parlait cuisine avec Guy, mon ami cuisinier belge, aujourd'hui, Guy va nous parler des entremets aux petits fruits d'été en deux parties. Ce soir, enfin aujourd'hui, maintenant, nous avons la première partie et la seconde partie fera l'objet d'un autre épisode. Auparavant, Guy va nous parler de l'actualité du moment dans le monde du chocolat et je crois qu'il se passe des choses importantes dans le monde du chocolat. N'est-ce pas, Guy? Et oui, bonsoir ou bonjour Claude et Bonsoir, Guy. bonjour, à chacun et chacune de tous nos auditeurs. Nous avons connu un grand scandale, certainement que nos auditeurs sont au courant, à savoir que l'usine, Ferrero d'Arlon, en Belgique, hein, près de la frontière grand-ducale, vraiment dans le sud-est du pays, a été mise il y a quelques semaines à l'arrêt pour des problèmes de salmonelle. Ils Ah vont ouais, reprendre la production. Donc les salmonelles, je rappelle ce que c'est, ce sont de vilaines petites bébêtes, en fait ce sont des bactéries, donc les bactéries ne sont pas des bêtes en réalité, mais ce sont mmh, des micro-organismes qui s'apparentent plutôt au règne végétal qu'au règne animal, mais enfin ce sont des êtres nuisibles qui sont parfois très intéressantes, comme celles que nous avons, qu'on appelle le microbiote intestinal, parce que là, elles travaillent pour nous et nous vivons de manière commensale avec elles, puisque nous les côtoyons depuis des milliers d'années et qu'elles nous font du bien. Dans certains cas, elles nous sont particulièrement nuisibles parce qu'elles contaminent les produits que nous mangeons, entre autres. Mais oui, elles peuvent également nous rendre malades. oui. Alors, les salmonelles, ce sont des bactéries particulières qui nous sont préjudiciables et qui sont des bactéries, si mes souvenirs sont bons, qui proviennent du système digestif. En tout cas, elles peuvent rendre notre système digestif, je dirais, tout à fait inopérant et nous causer plein de gros soucis, je dirais, peu agréables. Mmh. Alors, donc, on avait retrouvé des salmonelles dans les produits dérivés donc de l'usine Ferrero qui se trouve à Arlon. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas Oh, tout parce que figurez-vous qu'en date aujourd'hui où nous enregistrons du 30 juin 2022, oui, on apprend dans la presse, mais apparemment ça ne se sait encore qu'en Belgique, oui, que le plus gros producteur mondial de chocolat, qui vous l'avez deviné Claude, est en Belgique également, oui. vient de mettre son usine à l'arrêt. Waouh. Alors c'est une usine qui est une usine gigantesque qui se trouve en Flandre orientale, donc c'est-à-dire en gros entre Gand et Bruxelles, pour dire un petit peu à quel endroit ça se trouve, pour nos auditeurs étrangers qui ne connaissent pas bien le pays. Donc il y a là une usine qui appartient à la firme Calbo, qui depuis quelques années maintenant s'est associée avec la firme Barry, qui est une firme française bien connue dans le domaine du chocolat. Maintenant, le groupe s'appelle Barry Callebaut. Pour des Mmh. raisons, je pense, fiscales et pour ne froisser personne, ils sont dorénavant cotés à la bourse de Zurich en Suisse. Donc, c'est devenu une société de droit suisse, mais toujours belge dans son principe, puisque Mmh. la fabrication et les laboratoires de recherche se trouvent en Belgique. Et il y a quelques jours, hein, donc ça remonte à deux, trois jours, quelque chose comme ça, ils procédaient à des analyses, comme ils le font bien entendu régulièrement, pour vérifier la qualité de leurs produits, et ils ont remarqué qu'au minimum dans une de leurs lignes de production, eh bien, le chocolat produit était contaminé par des salmonelles, tout comme c'est le cas ce fut le cas en tout cas chez Ferrero à Arlon. Ouais. Alors ils ont fait des recherches et ils ont mis le doigt sur le coupable, et le coupable est une coupable, c'est la lécithine. Alors la lécithine, c'est un produit, c'est un adjuvant qu'on ajoute dans le chocolat. Si vous regardez la Mmh. composition des Oui, tablettes de chocolat, vous verrez lécithine de soja, oui, etc. oui. La lécithine est un produit émulsifiant qu'on trouve dans toute une série de choses.
ouais, Hein. On trouve même, je pense, de la lécithine à l'état naturel dans le jaune d'œuf. C'est ce qui permet de réaliser la mayonnaise, hein, oui, et qu'elle soit devenue une émulsion stable plutôt qu'instable. Donc la lécithine, elle a la propriété de faire tenir entre elles des molécules qui normalement ne s'entendent pas, comme par exemple des molécules d'eau et des molécules d'huile. Et la lécithine est donc un adjuvant qu'on met dans le chocolat et qui participe à la bonne fabrication du chocolat. Donc, la lécithine serait la coupable. Alors, évidemment, ça a des conséquences, c'est qu'il a fallu arrêter, bien entendu, la production, de manière à identifier la raison. Ensuite, une fois qu'on a arrêté la production, il a fallu prévenir tous les clients, parce que comme c'est une usine énorme et qu'elle produit des dizaines, voire même des centaines de variétés de chocolat à façon pour divers gros clients, dont entre autres le fameux, je dirais, chocolatier Neos, qui est vraiment une référence en Belgique, fournisseur de la cour et plein de choses comme ça, hmm, qui a aussi arrêté sa production là-dessus, hein, de oui, manière à ne pas utiliser des produits contaminés. Alors, aux dernières nouvelles, les produits incriminés seraient toujours restés dans l'usine. Bon, aux dernières nouvelles. Et si certains d'entre eux ont eu le malheur de sortir, ils ont été bloqués entre-temps, donc il n'y a pas normalement de risque pour la santé oui, pour la des consommation. Oui, consommations, oui, oui, des consommateurs. oui, Mais enfin, oui. voilà, donc on en saura un peu plus dans les prochains jours. Mais on dirait que ce problème de contamination dans les lignes de fabrication de chocolat ou de produits chocolatés a l'air maintenant d'être quelque chose qui devient récurrent. Hmm, Alors, est-ce que dans le cas de l'usine d'Arlon, on n'en a pas beaucoup parlé, c'était également un problème de lécithine? Je n'en sais rien. hmm. Ou est-ce que maintenant, le fait qu'on fasse des analyses beaucoup plus poussées, on met plus vite le doigt sur le souci, Peut-être sur le aussi, problème? oui, C'est oui, possible aussi. oui, Toujours est-il que finalement, on ne saura plus à quel sein se vouer pour manger sainement, parce que même le chocolat devient oui, potentiellement dangereux. Maintenant, oui, est-ce que les quantités de ces fameuses bactéries est suffisant? Et bon, on a détecté la présence, voilà. Maintenant, oui, est-ce que c'est une présence, je dirais, qui est suffisante pour rendre réellement les gens malades? Parce que maintenant, évidemment, dès qu'il y a je dirais, une petite contamination, on va tout de suite croire qu'on est quasiment, sur le bûcher et prêt à rendre l'âme, hein. Bon, oui, je ne sais oui. pas si Bon, ce qui s'est passé un peu pour Buitoni quand même, hein, bon. oui, bien entendu. Maintenant, dans le Hmm. cas de Buitoni, on a vu malgré tout des photos et des films montrant la ligne de production. C'était C'était quand pas même pas terrible, hein. terrible, pas très Oui, ragoûtant, hein. oui, Faut quand oui, même bien faut quand même bien le reconnaître. Mais oui, ce qui se passe dans une usine de fabrication ou une cuisine industrielle ne peut pas du tout être comparé à ce qui se passe, je dirais, dans un restaurant, je dirais, de petite dimension ou chez le oui, particulier. oui, oui, Ce sont des échelles différentes bien sûr. et je dirais que la manière de travailler est tout à fait différente. Qu'il y ait des choses qui se trouvent par terre, non pas des aliments évidemment, mais des caisses avec des produits, etc. Bon, ça peut s'expliquer. Oui, Ce qui ne peut pas se justifier, c'est par exemple si on a des rongeurs ou des rats ou oui, oui, et puis des insectes qui se baladent dans tout à la fait, tout à nourriture. fait, Ça, tout à c'est autre fait. chose, hein. D'accord, Donc d'accord. voilà un petit peu l'actualité du jour qui n'est pas très, je dirais, très réjouissante. Absolument. Écoute, Guy, je te propose de nous tenir au courant sur cette affaire dans le, Ah, ben on va hein, regarder ce qui se passe évidemment, hein. on va suivre l'affaire, On hein, va et puis, suivre l'affaire et nous d'accord, tiendrons tous nos auditeurs au courant. informés de la suite des événements. Absolument. Donc, Alors peut-être reparler en 2 secondes de cette fameuse usine, mais je vais être très bref, d'accord, hein. d'accord, Donc d'accord. c'est une usine qui existe depuis, enfin une société plutôt qui existe depuis des dizaines d'années en Belgique et qui est vraiment la référence au niveau du chocolat industriel. Heu, quand on parle chocolat en Belgique, on a toujours cité Calbo, qui est le gros fabricant. Moi, j'utilise du chocolat Calbo depuis des dizaines d'années, que ce soit en tant qu'élève quand j'étais à l'école et puis en tant que professionnel lorsque je travaillais en restauration et par la suite quand j'étais, professeur et puis chef d'atelier dans les écoles où j'ai travaillé. Hmm. Ils ont 3 grandes sortes de chocolat. Ils ont, bien entendu le noir, ils ont, le chocolat au lait et ils ont le chocolat blanc, qu'on trouve sous forme de sacs, de 5, 10, et même plus 20 kilos. Ils l'ont également sous forme de grandes plaques qu'on met dans des tempéreuses pour le faire fondre, sous forme de chocolat couverture. Ils ont créé une gamme de chocolats maintenant colorés, c'est-à-dire des chocolats dont il existe une variété qui est rose, mais qui est rose naturellement,
sans qu'il n'y ait d'adjonction de colorant, je dirais, artificiellement, Oui. parce que la fève de cacao a cette couleur légèrement rose. Bon, Mmh, mmh. ils ont des chocolats, aromatisés maintenant, à la pistache, aux fruits rouges, au caramel. Ils ont également, comment dirais-je, toute une série de produits dérivés. Ils ont des pralinés, ils ont des bases de nougatine, ils ont donc toute une série de produits, pas seulement uniquement du chocolat. Et comme j'expliquais, mais hors antenne, hors enregistrement, ils vous fabriquent le chocolat que vous souhaitez, dont vous avez vraiment besoin, en fonction de la fluidité, en fonction du taux de sucre que vous voulez, en fonction de l'espèce et de la variété et de l'origine du cacao que vous souhaitez y voir, Mmh, mmh. en fonction du prix que vous souhaitez payer aussi, bien entendu. Oui, oui. Heu et lorsqu'ils fournissent les très gros consommateurs industriels de chocolat, ils livrent le chocolat en camion-citerne. Ils ne le livrent pas qu'en sac, Oui. de Calais ou bien en plaques. Oui. Donc voilà Mmh, pour vous dire mmh. un petit peu ce qu'était cette société. D'accord, d'accord. Alors, Guy, veux-tu bien nous parler, dans cette première partie, des entremets aux petits fruits d'été? Alors, les petits fruits d'été, on peut dire qu'on en a à foison pour le moment, frais bien entendu, mais qu'on peut aussi les congeler si on en a une production, personnelle et qu'on ne sait pas les consommer, tout de suite. On Mmh. peut bien entendu les acheter en surgelé, on peut également les acheter en pulpe ou en purée, en surgelé, aussi chez les grossistes. Alors qu'est-ce qu'on entend par petits fruits d'été? On entend généralement la fraise et la framboise. Ça, ce Oui, sont pour les fruits rouges, mais on en a qui ont d'autres couleurs. oui, On a les mûres, on oui, a les myrtilles qui sont plutôt, disons, mauves quand on les utilise. oui, On a le cassis qui est plus noir. oui, Donc on n'est pas limité uniquement aux fruits rouges que sont la fraise et la framboise, et les recettes que je vais vous donner, vous pourrez les utiliser. Par exemple, ce qui est framboise, aucun problème pour l'utiliser en fraise et vice versa. De même que vous pouvez l'utiliser en mûre, que vous pouvez l'utiliser en cassis, à une condition, c'est de réaliser une pulpe de cassis et de la passer au chinois, parce que le cassis, je dirais, c'est contient épais, des hein? pépins et Oui, il vaut oui, mieux, disons, les enlever. oui. Donc ici, je vais donc vous donner des recettes en disant fraise ou framboise, mais tout en sachant que vous pouvez utiliser d'autres fruits, hein, il n'y a pas de problème. Oui, Comme d'accord, ça, c'est clair dès le départ. Alors, d'accord. ce que je comptais faire, c'était vous donner aujourd'hui, en fait, des recettes de pâtes de base. Oui, Parce que pour faire ces entremets-là, vous avez besoin de certaines pâtes, comme le biscuit à la cuillère, comme des génoises, comme mmh, éventuellement du biscuit aux amandes. mmh. Et comme ça prenait beaucoup de temps, je me suis dit que vous donner l'ensemble des recettes, à la fois les pâtes de base, plus les mousses, ça allait faire vraiment beaucoup pour un seul numéro. Oui, Donc aujourd'hui, nous allons, dans cet épisode-ci en tout cas, voir uniquement les pâtes de base. très Alors bien. quand on parle pâtes de base, il y en a quand même quelques-unes qui nous viennent à l'esprit. Alors vous qui êtes installé là-bas, sur les hautes terres françaises des Alpes, c'est Ah le oui, fameux gâteau de Savoie. Donc il y a le gâteau de absolument. Savoie. Alors à proximité, pas loin, ben, vous avez la génoise, hein, puisque la ville de Gênes est un petit peu plus au sud, en Oui, Italie. oui, Et puis vous avez ce qu'on appelle en langage professionnel le biscuit duchesse. oui, Alors, dans les différents biscuits que je viens de vous citer, il y a quelques ingrédients qui sont des ingrédients de base et qui sont toujours les mêmes, à savoir les œufs, à savoir la farine ou un mélange de différentes farines, je vais en parler dans quelques instants, et le sucre, bien entendu. oui, Alors, je vais donner quelques explications pour chacun de ces produits. Alors, les œufs, quand on parle des œufs, les professionnels travaillent souvent en poids ou en litres. oui, Le particulier va travailler à la pièce. Donc oui, moi ici, je vais vous donner des recettes à la pièce, donc avec un certain nombre d'œufs. très C'est le bien. poids de l'œuf standard habituel. Et on Oui, considère que l'œuf standard, c'est celui qui fait approximativement 55 grammes avec la coquille et une cinquantaine de grammes poids net hors coquille. oui, Voilà, comme ça vous oui, avez un petit peu l'idée. Œuf oui, de poule, bien entendu. oui, On n'utilisera pas d'œuf de canard, on n'utilisera pas, je dirais, d'autres œufs, d'autres animaux. Mais si vous avez des petits œufs, parce que parfois on achète de jeunes poulettes, en oui, début d'été et on n'a pas toujours de gros œufs, à ce moment-là, vous pèserez et vous direz que pour avoir, par exemple, vos 50 grammes ou par exemple vos 100 grammes, vous aurez peut-être besoin de 3 petits œufs. Mais ça, oui, ce sera un calcul que vous devez faire. Il est évident que si les œufs sont beaucoup plus petits ou beaucoup plus gros, il faudra en tenir compte au niveau du poids
bien bien sûr, entendu. Donc, moi, bien ici, je sûr. vous signale que c'est 50 grammes net par œuf. Hein, OK? D'accord, Voilà. d'accord. OK. Alors, en ce qui concerne le sucre maintenant, c'est de sucre ordinaire qu'on appelle chez nous du sucre S1 ou S2. Oui, Donc, c'est un sucre qui était anciennement un sucre scié, hein, qui était en poudre, en fait, finalement, de oui, granulométrie fine ou oui, normale. Le S2, c'est granulométrie normale. Le S1, la granulométrie est un tout petit peu plus fine. oui. Donc, On n'a pas vous n'avez pas ces distinctions-là. Alors, non, en nous avons France, non. également le S0. Le S0, c'est ce que nous appelons le sucre impalpable et que vous appelez le sucre glace. Ah voilà, Hein, le d'accord, S0, voilà. d'accord, Et puis, nous d'accord. avons le S3, le S4 et le S5. Mmh, Alors, ce sont des sucres qui sont plus grossiers. Le S3 s'utilise toujours en pâtisserie. C'est un sucre qui est relativement bon marché et on l'utilisait essentiellement pour faire les meringues françaises. ouais, C'est un sucre qui est cristallisé gros. Donc, lui, il va avoir beaucoup plus de mal à fondre. Mais quand on veut un petit grain, comme dans le cas des meringues, ça ne posait pas de problème, on utilisait ce sucre-là. Alors, le S4 et le S5, c'est un sucre cristallisé dans lequel on roulait, par exemple, les brioches, ah oui, de manière à avoir, je dirais, un grain, je dirais, apparent et résiduel, oui, même après cuisson, oui, hein, oui, le S4 et le S5. Et je puis, vois. il y a également des sucres qui se dénomment P, hein, P1, P2, P3, P4, P5, c'est du sucre perlé. Oui, Alors là, c'est du sucre qui est utilisé, entre autres, pour mettre dans les brioches, oui. pour mettre dans les gaufres de Liège, par Mmh, exemple, mmh. on met un sucre perlé. Voilà. Alors ça, Mmh. c'est un sucre, en fait, qui est au départ un sucre cristallisé fin, qui a été réaggloméré de manière à former des petites billes. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis, nous avons encore un autre sucre, toujours produit par, par la même société qui était Tirlemont, qui est ce qu'on appelle le raftisno. C'est un sucre qui ne fond pas. Alors, ça existe, c'est ce qu'on appelle un sucre neige, en fait. Mmh. C'est un sucre qui peut être mis, donc c'est comme un sucre en poudre, de type impalpable, donc de type sucre glace, mais qu'on peut mettre sur un produit humide et qu'il ne fond pas à l'humidité. Donc Ah, c'est un sucre qu'on utilise pour mettre sous les entremets, pour les garnir, pour donner cette espèce de petit voile, je dirais neigeux, blanchâtre, du plus bel effet, qu'on met parfois aussi au-dessus des fraises. Guy, alors, tu nous parles de ce sucre qui ne fond pas, je suis intrigué. Ah oui, alors bon, c'est un sucre décor qu'on met entre autres sur les entremets, sur le bord des tartes, qu'on met également sur les gaufres, par exemple, les Ah gaufres de oui, Bruxelles. oui. Alors pour expliquer ce que c'est un sucre, disons, impalpable, donc un sucre glace, mais dont chaque minuscule grain de sucre a été enrobé de matière grasse. Ah oui, De sorte que comme la matière grasse n'est pas soluble dans l'eau, lorsque cette particule de sucre, ce grain de sucre tombe sur une surface humide, l'humidité n'est pas capable de faire fondre le sucre, oui, puisqu'il est enrobé dans une mince pellicule microscopique de sucre glace. C'est toute une ingénierie, attention, hein. j'imagine. Il y a un secret de fabrication, certainement. Alors, je sais que maintenant, il y a d'autres marques allez, qui ont copié ou qui fabriquent le même genre de sucre, mais Oui, qui ont pendant des trouvé le années, ils ont procédé, été, oui. sans doute, hein, ou que le procédé est tombé, disons, dans le même public, mais Oui. pendant des années, ils ont été les leaders mondiaux de ce genre de sucre, hein. Ah oui, Ça s'appelle le Rafty Snow. d'accord. Un snow pour dire la neige, évidemment, en Oui, anglais. oui. Donc, c'est un sucre qu'on vend par sac. Je crois que c'était des sacs de 2,5 kg, tiens. Mmh. C'est Mmh. toujours utile d'avoir ce sucre-là. Alors, bon, évidemment, on ne mettra pas ce sucre-là dans nos biscuits. On va mettre du sucre ordinaire, donc du granulométrie fine ou extra fine, mais pas du sucre non plus glace. Alors, la farine maintenant. Ah oui, donc, petit point, ce n'est pas du sucre, mais pour les personnes qui seraient vraiment désireuses de ne pas mettre de sucre dans leur biscuit, on peut tout simplement remplacer le sucre par un succédané. Mmh. Et il existe des succédanés de sucre qu'on utilise à poids égal, donc 100 grammes pour 100 grammes. On Mmh. les trouve dans les rayons diététiques. Il n'y a aucun problème. Il faut simplement s'assurer de prendre une variété de succédanés de sucre qui puisse supporter la cuisson. Oui, Et on oui. peut également les mélanger entre elles. Parce D'accord. qu'il y en a, par exemple, qui contiennent de la stevia, il y en a qui n'en contiennent pas. Certaines personnes vont dire, mais la stevia donne un goût parasite un peu amer, un peu ci, un peu là. On peut très bien mélanger plusieurs variétés ensemble, il n'y a pas de Mmh. problème. Mmh. À Mmh. condition qu'elles aient toutes la même propriété, c'est de donner un pouvoir sucrant à poids égal à celui du sucre, sinon les proportions sont faussées. Donc, Ouais, il faut ça s'en assurer, mais il n'y a pas de problème. d'accord. Alors,
Les farines. Les farines maintenant. Alors les farines, là, on peut vraiment en discuter beaucoup. J'ai quasiment toujours réalisé mes génoises avec la farine de blé ordinaire. Alors vous Ouais. avez par contre en France toute une nomenclature de farines, Oui. des T45, T55, Mm, 65, etc. mm. Alors qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime en fait le taux de cendre qui se trouve dans la farine. Alors je m'explique maintenant d'un point de vue technique. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on procède à la mouture du grain de blé, on moud avec des couteaux rotatifs, on moud les grains entre eux, mais ça se fait en plusieurs passes normalement. Oui. Alors, dans un premier temps, on va avoir l'amande centrale du grain. C'est normalement celle qui contient le moins de taux de cendre, puisque c'est là que se trouve l'amidon le plus pur. Alors, Guy, Oui? pardon, toi tu parles de cendre, mais nous parlons de son. Ah oui, mais ça revient au même. J'expliquerai pourquoi après. Voilà, mais je pense que nos auditeurs en France, si tu leur parles cendre, ils Oui. voient cendre de la cheminée, tu vois. Eh bien, Donc, c'est des cendres de la cheminée aussi dont je vais vous parler, qui correspondent au son, en fait. voilà. Je vais vous expliquer. OK. Donc, plus on va moudre le grain par des passes successives, plus on va aller chercher les particules d'amidon qui se trouvent à proximité du son. OK? Donc, dans Mm, la partie extérieure du grain de blé. mm. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus on va avoir de taux de son dans la farine, lorsqu'on veut déterminer quel est le taux de cendre, on va prendre de la farine, la mettre dans une petite coupelle de laboratoire qui résiste au feu, la mettre dans un four qui chauffe, alors je ne sais plus si c'est 400, 500 ou 600 degrés, peu importe, hein, mais j'ai fait l'expérience quand je faisais mes études en biochimie, on fait le test. Donc on va prendre, par exemple, je vais dire 2 grammes ou 3 grammes de farine, on va peser très précisément ce que c'est. On va donc carboniser dans le four en question la farine. Tout ce qui est amidon va être carbonisé, va brûler, va s'évaporer, va disparaître. Et ne va rester que les cendres qui correspondent en fait en cendres résiduelles relatives au son qui se trouvait dans la farine. Oui, oui. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, plus la farine a un chiffre élevé en France, plus elle a été extraite des parties extérieures, ou en tout cas, plus elle comporte d'amidon extrait des parties extérieures, et plus elle devient foncée, plus elle devient grise. Oui, oui. Alors, donc, il existe par contre des farines très blanches, qui sont les farines, disons, pour pâtisserie. Vous prenez de la farine, soit la T45, soit la T55, c'est la farine standard habituelle, Alors, tout on a la simplement. farine de force aussi, qu'on Oui, appelle la alors, farine. la farine de force est une farine qui contient beaucoup de gluten. Oui. Alors, elle contient du gluten, pourquoi? Parce que le gluten, c'est la partie protéinée du grain de blé, et c'est cette molécule qui, lorsqu'elle a été réhydratée, lorsqu'on fabrique le pain, qui va former un réseau tridimensionnel dans la masse du pâton et qui va, je dirais, par ce réseau tridimensionnel, capturer et retenir les bulles de gaz carbonique qui sont produites par l'action des levures. Mm, mm. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une farine de force, parce que c'est elle qui permet au pain, pardon, je dirais, de bien lever. Oui, Voilà, oui, oui. ça c'est l'explication technique. D'accord. Donc, ici, on n'a pas nécessité on va introduire de l'air, bien entendu, par l'action mécanique du battage des œufs Mm, dans la pâte, mais mm. on ne va pas devoir retenir de l'air par l'action Oui, de levure naturelle. Donc, on peut prendre des farines qui ne sont pas des farines de force, étant mm, donné que ce n'est pas nécessaire. La oui, preuve en est, c'est qu'on peut se contenter, bien entendu, de ne mettre que de la farine, mais on peut également faire des mélanges. Et avec quoi va-t-on faire des mélanges? Avec d'autres amidons, que oui. sont les amidons fécules de pommes de terre ou fécules de maïs, et D'accord. qui là sont des amidons purs qui ne contiennent pas de gluten. Oui, Donc c'est bien la preuve que le gluten n'est pas nécessaire quand on réalise des biscuits de type génoise. absolument. Alors, quel est l'effet d'ajouter donc de l'amidon de pommes de terre ou de l'amidon de maïs en plus en partie en remplacement de la farine? C'est qu'on a des biscuits qui ont une autre consistance, une autre apparence, qui sont un peu moins élastiques, qui sont plus légers. Mm, Alors, chacun doit trouver un petit peu sa formule. Bon, on peut très bien ne mettre que deux amidons. Par exemple, mettre de la farine et, par exemple, 30% de fécule de pommes de terre ou 30% de fécule de maïs. On peut aussi mettre 50% de farine
25% de maïs et 25% de pommes de terre. Donc, oui, toutes les formules sont possibles, quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents. Il n'y a qu'une chose que je dirais, c'est que pour moi, il faut au moins conserver 50-60% de farine traditionnelle de blé. oui, oui. Voilà, ça c'est Hum, mon point de vue. hum, hum, Mais quand on dit farine, donc que nos auditeurs tiennent à l'idée qu'on peut remplacer pour la génoise, pour le biscuit duchesse et pour le gâteau de Savoie, qu'on peut remplacer une partie de la farine par les amidons dont je viens de vous parler. hum, Alors, hum. dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va tamiser, évidemment, les 2 ou 3 matières pulvérulentes en poudre ensemble, de manière à ce que ce soit bien homogène, parce que si Oui, on ne les tamisait pas au minimum 2 fois, on aurait des zones où il y aurait plus de fécule de oui, maïs et oui, d'autres où il y aurait plus de fécule de pommes de terre oui, ou de fécule de blé. Donc, ce oui, ne serait pas oui. intéressant, on Hum, aurait des développements différenciés dans la pâte. Donc, on hum, tamise toujours, on pèse et on tamise toujours ensemble au minimum 2 fois sur un papier et puis on recommence. Alors, avec quoi va-t-on tamiser? Eh bien, tout simplement avec soit un tamis professionnel, soit avec un passe-bouillon, hein, le passe-bouillon en forme de cul de poule traditionnel qu'on hum, utilise pour filtrer les fonds, les consommés et les hum. bouillons. Voilà. Donc, ce n'est pas compliqué du tout. D'accord. Alors, on travaille avec des œufs à température ambiante. Ça, c'est un Oui, grand principe. D'ailleurs, on ne met jamais normalement des œufs au réfrigérateur. oui, Ça oui. n'a aucun sens. Au magasin, ils ne sont pas réfrigérateurs. Si la loi l'imposait, ça se saurait, ils y seraient. Hum, Donc, on conserve les œufs à température ambiante. Pourquoi? Ben, parce que quand on les met au réfrigérateur et qu'on les sort ensuite, les œufs se couvrent de buée. Il y a des fameuses salmonelles dont on a parlé sur la coquille de l'œuf. hum. Et là, quand les œufs sont humidifiés, on a les mains et les doigts qui deviennent poisseux et on entraîne les salmonelles sur ses doigts. Et Absolument. quand on casse les œufs, eh bien, le blanc arrive à être en contact avec les salmonelles et on a des contaminations. Hum. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne met pas les œufs au réfrigérateur, tout simplement. Alors, je vais vous donner les proportions pour les fameux biscuits. Donc, on va d'abord voir la génoise et le biscuit duchesse. Voilà, Alors, je tourne. je vous donne des proportions professionnelles en vous expliquant bien que les proportions que je vous donne peuvent être divisées par 2 ou par 4. La Oui, base est une base de 16 œufs, ce qui est énorme. Mais si vous avez un batteur de type Kenwood professionnel, vous pouvez battre jusqu'à 8 œufs, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un petit batteur à deux branches, vous ne oui, devez battre que 4 œufs à la fois, oui, oui. grand maximum. Hum. Donc vous pouvez bien entendu diviser la recette que je viens de vous donner. Alors pour faire une génoise, on a besoin de 16 œufs, donc de 50 grammes net, donc 55 grammes brut avec la coquille, de 500 grammes de sucre S2, de 500 grammes de farine ou du mélange que j'ai expliqué, et de 50 à 150 grammes de beurre. Le beurre sera toujours fondu mais non clarifié et Oui, à température ambiante, presque refroidi. d'accord. Alors, ce n'est pas compliqué. Pour faire une génoise, comment procède-t-on? On casse ses œufs dans le cul de poudre, on ajoute le sucre, on bat au départ lentement pour casser progressivement les œufs, on ajoute une petite pincée de sel. Alors, le sel est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il va magnifier le goût. Le goût est tout à fait, disons, exaucé avec le sel par rapport au fait de ne pas en mettre. Et d'autre part, le sel va avoir un effet de déstructuration sur les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, des œufs vont se battre plus facilement. Ah oui, Donc, la pincée de sel est nécessaire. On peut mettre un petit peu de vanille, soit sous forme de sucre vanillé, vanilliné, ou éventuellement sous forme de grains de vanille ou d'extrait de vanille liquide. Ce n'est oui, pas obligatoire, mais ça participe, je dirais, à la bonne réalisation de la recette. oui, On va battre les œufs au maximum avec le sucre. Alors, dans certaines recettes et des professionnels vous diront qu'on peut chauffer légèrement le mélange. Alors, le particulier ne va pas le faire pour une raison toute simple, c'est qu'on chauffait le mélange avant lorsqu'on avait des moyens de battre les œufs beaucoup moins performants que maintenant. Lorsqu'on oui. battait les œufs à la main, c'était pas évident de battre de grandes quantités d'œufs au fouet manuel, hein. Hum. Donc, le fait de chauffer très très légèrement par le fond l'ustensile permettait d'augmenter le volume du gaz emprisonné et augmentait donc le volume du gâteau. Mhm. Maintenant, avec les moyens techniques qu'on a, ce n'est plus une condition obligatoire. On peut très bien le faire sans jamais chauffer. Ça Oui, va? On oui. bat donc le mélange à fond. Pendant ce temps-là, on tamise la farine ou les Alors, farines. Guy, est-ce que je peux t'interrompre? Oui. Quand tu dis on bat les œufs à fond, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de temps?
Alors, le temps n'est pas important, c'est la texture qui est importante. Voilà. Alors, ça veut dire qu'en fait, on va battre les œufs entiers de manière à ce que ils donnent un petit peu l'impression d'être un sabayon extrêmement monté, Ouais. un peu comme une béarnaise, un peu comme une sauce De- mousseline. Et je vais même dire que les œufs avec le sucre doivent former, lorsqu'on retire le fouet, le fameux le bec, fameux bec. le fameux D'accord. bec un petit peu, disons, pointu, mais qui se recroqueville sous lui-même à la pointe. Voilà. Absolument. Donc, on doit battre vraiment les œufs à fond. D'accord. Et alors, c'est la raison pour laquelle, si on ne dispose que d'un petit batteur à 2 branches, on ne Hmm. va évidemment battre que 4 œufs à la fois parce que Oui. sinon on risque de le brûler. Oui. Oui. Alors, une fois qu'on a donc battu ces œufs à fond, on doit incorporer la farine. Alors, la Mhm. farine, elle va s'incorporer idéalement en la retamisant au-dessus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on ne la met pas en une seule fois, on la met en 2 fois, 3 fois. Ah oui. Et on Donc mélange. Et on elle se mélange répartit comment? bien comme ça. Oui, elle se répartit bien. Et on mélange comment? Alors, des grandes quantités, je parle de 32 œufs, ça se mélange à la main, main entrouverte. Lorsqu'on incorpore la farine pour 16 œufs, voire pour 8 œufs, ça se fait éventuellement l'écumoire. Et lorsqu'on incorpore la farine pour 4 œufs, ça se fera plutôt à ce moment-là à la cuillère de bois traditionnelle en cuisine. Oui. Alors, celui qui va réaliser des génoises très souvent, moi je lui suggère, c'est de sacrifier une araignée. Alors vous Oui. allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Moi, je sais. Bon, alors une araignée, c'est une espèce d'écumoire, mais réalisée avec des fils, en fait, hein. Oui. Donc on Oui. ne sait pas écumer, mais par contre, on sait prélever des marchandises. Oui. Alors, j'ai acheté ici, dans un magasin de produits à prix réduit, une araignée 79 centimes. Et Ah puis oui, vous c'est pas prenez, cher. c'est pas cher, hein, c'est pas Non. net. Et elle est très bien en inox et tout, hein. Alors, avec une pince coupante, genre pince d'électricien, pardon, vous sacrifiez, et ça, il faut le faire adroitement, il faut le faire par zone, hein. Vous Hmm. sacrifiez de temps en temps un fil, de manière à avoir des trous dans l'araignée, dans la toile Ah oui. d'araignée. Et alors, ça va vous permettre d'incorporer la farine et de faire passer partiellement la pâte par les trous que vous avez ménagés. Et Ah vous oui. reproduisez de cette manière-là, artificiellement, la main ouverte avec les doigts ouverts. Hmm. Hmm. Et donc, ça ne coûte pas cher du tout, hein. Vous allez sacrifier, je dirais, moins d'1 € pour avoir un ustensile qui va vous servir Oui. votre vie durant. Oui. Donc, ça peut être intéressant. Oui. Alors, c'est un petit peu paradoxal, on doit incorporer la farine sans trop travailler la pâte. Pourquoi? Sinon, on la rend liquide. Oui. Donc, on doit vraiment y aller légèrement, rapidement, légèrement, et qu'il n'y ait plus de traces de farine qui soient, je dirais, discernables, tout Oui. simplement. Oui. Alors après, on va incorporer le beurre, hein, donc de 50 à 150 grammes pour les 16 œufs, donc vous divisez pour évidemment 8 œufs ou 4 œufs. Alors, quelle est l'influence du beurre sur la pâte dans ce cas-ci et qui fait que ça s'appelle une génoise? Eh bien, tout simplement, le beurre va donner du gras, va donner du moelleux. Le seul problème, c'est qu'il va donner de la lourdeur. Donc, on ne peut pas tout avoir. Ou bien on choisit, je dirais, d'en mettre peu et on a un peu de moelleux, mais on garde de la légèreté. Ou bien on en met plus, on a beaucoup plus de moelleux, mais on a une pâte qui est un peu plus lourde. Ça, c'est un choix. Voilà, tout Oui. simplement. Oui. Oui. Alors, quelle est la différence entre la génoise et le biscuit duchesse, vous allez me dire? Oui. Le biscuit duchesse, c'est exactement la même chose, mais on ne met pas de beurre du tout. Voilà. Ah. Ah Ah oui. oui, ben voilà. Donc la D'accord. génoise, on met un petit peu de beurre, Ouais. hein, et le biscuit duchesse, on n'en met absolument pas. Voilà. Mais le traitement va rester le même. Ouais. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça veut dire que dans le biscuit du chef, la pâte est un petit Duchesse, peu duchesse, duchesse, pas duchesse, duchesse, pas du duchesse, chef, duchesse. duchesse, pardon. Ça veut dire que la pâte est moins moelleuse Elle est alors? plus légère, mais elle aura tendance à être un petit peu moins moelleuse, voilà. D'accord. Oui, Mais oui. ce n'est pas très grave, hein, parce Mmh. que moi j'ai toujours préféré faire du biscuit duchesse plutôt que de la génoise, en fait. Ah oui, Voilà. Mais d'accord, ça, d'accord. c'est une question d'habitude, ce n'est pas très grave en Oui, soi. oui, 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 et de goût et de texture en fait. Voilà, exactement. Mmh. Ça Mmh. dépend peut-être un petit peu plutôt de l'usage. Je dirais que pour faire certains entremets, la génoise, en tant que biscuit un peu plus sec, mais sans beurre, convient mieux, parce Mmh. qu'on va saucer le biscuit après, donc on ne sentira pas de différence. Ah oui, Par contre, si on veut apprécier le gâteau pour lui-même, la génoise est peut-être un petit peu supérieure parce qu'elle est plus moelleuse, tout simplement. oui, oui, oui. Tout ça dépend un D'accord. petit peu. Alors maintenant, ce qui est très important,
c'est dans quoi va-t-on cuire cette fameuse génoise ou ce fameux biscuit duchesse? On peut Oui, le cuire à la feuille, c'est-à-dire sur une plaque qu'on a beurrée et qu'on a garnie d'une feuille de papier sulfurisé. ouais. Ça, c'est lorsqu'on veut faire une mince couche d'à peu près 1 centimètre. Mhm. Mais on peut également la cuire dans un cercle bas d'1 centimètre par exemple. Mhm. On peut la cuire dans un cercle plus haut de 3, de 4, de 5 ou de 6 centimètres qu'on a posé soit sur un silpat, qui est donc ce fameux tapis en silicone qu'on a posé sur une tôle ou sur une grille éventuellement. Oui, Mais le moule habituel, le moule traditionnel, c'est ce qu'on appelle le moule à manquer. c'est ça. Oui, Alors le moule à manquer, c'est un moule rond, relativement haut par rapport à sa largeur. Donc, c'est un moule qui fait généralement 5-6 centimètres de hauteur pour une bonne vingtaine, je vous donne une dimension approximative, une bonne vingtaine de centimètres de diamètre, 20 à 24 centimètres. Il y mhm, en a qui mhm, sont plus grands, évidemment. mhm. Et on utilise donc ce moule après l'avoir beurré au pinceau. Là, je suis intransigeant, je dis toujours, on ne beurre jamais un moule avec ses doigts, ni avec du papier essuie-tout, donc du sopalin, ni avec je ne sais quoi. On prend un pinceau de pâtisserie, on fait fondre le beurre au micro-ondes, on beurre le moule et on le farine. Oui, Alors, si on veut être certain qu'il n'y ait vraiment aucun risque que ça colle, on beurre 2 fois. On beurre une première fois, on laisse figer, et ensuite on rebeurre une deuxième fois en faisant comme les pains, c'est-à-dire en allant donner des coups de pinceau dans le sens transverse au premier. oui, Et là, on est sûr qu'il n'y a aucune zone qui est, je dirais, sans beurre, donc le gâteau ne collera pas. Et mhm, ensuite, on farine généreusement. Alors, oui, comment fait-on pour fariner? On met de la farine de nouveau dans le passe-bouillon et on saupoudre de farine généreusement partout. mhm. Et puis, comme il y en aura davantage, il y en aura trop, on va tout simplement faire tourner la farine dans le moule en tapotant sur le moule et en versant l'excédent de farine, je dirais, dans le récipient de farine du départ. Oui. Et là, on est sûr que la pâte ne collera pas. Alors, il y a une manière de verser la pâte dans le moule. Vous n'allez pas me croire, mais c'est exact. Oui, On ne doit jamais lécher la pâte, c'est-à-dire qu'on ne doit pas la prendre avec une corne, par exemple, et lécher la pâte pour la mettre dans le moule. Au contraire, si on a un moule de juste dimension par rapport à la quantité qu'on a effectuée, on va prendre son récipient en dessous du bras, un petit peu comme si on prenait un enfant allongé, on le prend en dessous du bras. On va verser progressivement la pâte du moule dans laquelle elle a été réalisée, donc du cul de poule, vers le moule dans lequel on va cuire. Et avec une maryse, on va lécher progressivement le dessus et les côtés du récipient dans lequel on a battu les œufs pour faire tomber la pâte en une masse la plus entière possible dans le moule, oui, en une seule fois, de oui, manière à la déstructurer le moins possible. mhm, oui. Voilà. Vous allez me dire, maintenant c'est très bien, mais que fait-on pour avoir, bon, vous allez avoir votre pâte qui est là-bas au milieu du moule, et puis elle n'est pas toujours bien répartie, hein. Elle peut faire une boule, elle peut faire des bosses, elle peut, bon, voilà. Et alors, surtout, comment fait-on pour que le gâteau monte et qu'il n'y ait pas de boule au milieu du gâteau? Ça, c'est important, Oui, qu'il soit absolument. régulier. Oui, Eh oui, bien, on doit légèrement surcreuser le gâteau. Alors, on ne remplit jamais un moule à fond. Si on oui, remplit un moule à fond, ça déborde dans le ça va four. déborder. Donc, on remplit à 3/4, maximum 4/5 de la capacité du moule. Ça, c'est une chose importante. Oui, Et puis après ça, avec une grande corne, donc une corne, qu'est-ce que c'est? C'est une palette en plastique, hein, en matière synthétique, oui, arrondie d'un côté, droite de l'autre côté. oui. On va partir du centre du moule où il y a la pâte, et là, on peut lécher légèrement la pâte de manière à faire remonter la pâte vers les côtés. D'accord, tu Donc, répartis la pâte. on va creuser, on la répartit, mais en la creusant très légèrement au centre, et il doit y avoir à peu près une différence d'1 centimètre, 1,5 cm entre le niveau de la pâte au centre et sur les bords du moule, Ah oui, ah bon, alors oui, carrément. De j'apprends sorte que quelque chose. comme le gâteau va monter plus au centre que sur les côtés, Ah oui, il va rattraper le niveau une fois qu'il sera cuit. oui, Et on oui, oui, aura un oui, oui. gâteau qui sera normalement parfaitement à l'horizontale après cuisson. Oui, Donc quand c'est bien fait, c'est comme ça. d'accord. Voilà. On enfourne. Alors, four, deux possibilités de four, soit le four au gaz, soit le four électrique. Oui, Alors, ce qui est cuit au four électrique est souvent desséché. Ce qui est cuit au oui, four au gaz est humidifié puisque la réaction chimique oui,
je dirais, de carbonisation du gaz au contact d'oxygène produit de la vapeur d'eau. Oui, La seule chose, c'est que la cuisson dans un four électrique est beaucoup mieux et beaucoup plus facilement maîtrisée que oui, dans un four au gaz qui a oui. tendance à trop cuire par le bas. Si vous cuisez dans un four au gaz, vous aurez intérêt à placer une platine ou une tôle en dessous de votre moule, de manière Oui. à ce qu'il n'y ait pas de contact trop violent entre la chaleur qui vient Ah du oui, bas et oui, le fond du moule. oui, Sinon, vous avez un gâteau qui risque d'être trop cuit par le dessous. oui, oui. Par contre, si vous avez un four électrique, vous mettez plutôt en chaleur à air pulsé pour être certain d'avoir une cuisson uniforme au-dessus, latéralement et en dessous de votre moule. Cuisson de 180 degrés. D'accord. Guy, j'ai une question. Est-ce que justement l'air pulsé ne va pas dessécher encore plus? Alors, l'air pulsé peut dessécher, par contre, l'air pulsé fera que ça va cuire plus rapidement. Ah oui, d'accord. Donc, mon Dieu, l'un va compenser l'autre. Oui, oui, Alors, oui. il y a une astuce qui consiste à mettre éventuellement un petit récipient dans le fond du four avec une petite tasse d'eau, un petit peu d'eau, Oui, pardon, de manière à produire un peu de vapeur. Mais oui, mon Dieu, ce n'est pas très grave. Le tout, c'est que la chaleur soit douce. oui. La chaleur doit être la plus douce possible. Le problème, c'est que dans un four au gaz, la chaleur, de par la combustion, a tendance à voyager dans le four. Tandis que dans un four électrique, comme ce sont des résistances, si on ne met pas l'air pulsé, la chaleur va rester, je dirais, va stagner plutôt à l'endroit où elle est produite. Oui, oui, Ça, c'est la raison. Alors, oui. si vous cuisez dans un four, comme ça existe, hein, j'ai travaillé avec ce genre de four aussi, dans un four au mazout, où le Ah oui. foyer se trouve sur le côté, vous Mmh. êtes obligé au minimum à mi-cuisson, c'est de retourner le gâteau, je dirais, latéralement pour qu'il n'y ait pas un côté qui soit plus cuit que Ah oui, l'autre. oui, oui. Et quand vous avez certains fours électriques, par exemple, même un four qui fait 40 sur 60 de dimension, j'ai connu ce genre de four également, il faut retourner les plaques de gâteau d'avant en arrière parce que l'arrière ne cuit pas à la même vitesse que l'avant. D'accord. Bon, donc aujourd'hui, Hmm. on peut dire que on a plutôt tout le monde a des fours électriques. Le gaz, c'est quand même C'est plus plutôt rare. plus rare maintenant. Donc, four électrique, 180 degrés, chaleur tournante, pulsée. Chaleur tournante, voilà. Alors, D'accord. en fonction de votre four, si vous n'avez jamais fait de génoise, vous verrez, vous essayez à 180 degrés, vous serez peut-être contraint, c'est soit de diminuer de quelques degrés, de 5 ou 10 degrés, soit éventuellement d'augmenter. Mais en principe, Oui. si je vous dis 180 degrés air pulsé, il n'y a pas de problème. Alors, plus le gâteau est gros, moins la chaleur doit être élevée. Ah, bah Ah alors, ben oui, parce qu'il doit cuire à cœur. oui, Donc, si vous mettez un gros tu as gâteau raison. dans un four trop chaud, il va Oui, être cuit extérieurement, mais le oui. milieu va continuer à rester cru, si le Ah gâteau oui, est très épais, par exemple. oui, oui, Donc, à oui, ce oui. moment-là, on doit diminuer la température de 5 ou 10 degrés. D'accord, d'accord, OK. Alors, comment juge-t-on maintenant de la cuisson du gâteau? Oui, la petite pointe de couteau. Alors, moi, je ne suis pas pour la pointe de couteau, je suis pour la pointe d'aiguille à tricoter. Ah oui, ah Ou, oui, éventuellement, la fourche qui permet de retirer les galettes ou les gaufres du fer, oui, qui est très fine aussi, hein. oui, Parce que le couteau, il va vraiment couper dans la pâte. Si on n'a pas oui, d'autre solution, on prend un couteau. Ce qui oui, marche bien également, c'est le pic à brochette en bois. oui, Parce oui. qu'en réalité, on dit toujours que la pointe doit ressortir sèche. C'est faux. La pointe peut ressortir humide. Mais par contre, ce qui doit se passer, c'est qu'il ne doit plus y avoir de pâte adhérente. Ah, c'est ça, parce que là, tu m'étonnais beaucoup avec le petit pic en bois. Ça veut dire qu'effectivement, là, si la pâte adhère au petit pic en bois, ça ne va pas. Il faut Ça ne que va la pas. Par c'est contre, qu'il y ait un petit peu de buée sur la lame du couteau ou sur l'aiguille à tricoter, il n'y a aucun problème. ouais, Donc, d'accord. de l'humidité peut être résiduelle, mais pas de la pâte attenante. S'il y a de Donc la pâte, ce n'est pas cuit. ouais, finalement, le petit bâtonnet en bois, la petite bûche en bois est préférable à la pointe de couteau. Ah, moi, j'ai toujours utilisé ça de préférence à la pointe de couteau, hein. D'accord, Si je n'en ai d'accord. pas sous la main, évidemment, je prends une pointe de couteau, mais le Oui, problème, c'est que il y a pointe de couteau et pointe de couteau. Si on utilise un couteau, il faut un couteau qui soit avec une lame très fine. Il ne faut pas prendre un couteau de type chef. oui. Parce qu'en fait, il ne faut pas simplement enfoncer la pointe du couteau sur 1 ou 2 centimètres, il faut aller jusqu'au cœur du gâteau, en Ah oui, réalité, ah hein. oui, ah Ah oui, ah oui, oui.
On ne oui, reste pas en surface, on doit aller oui, au milieu, évidemment. oui, Donc, si on va avec un couteau qui a une lame de 4 ou 5 centimètres de large, on va vraiment couper dans le gâteau, ce qui est bête. oui, Donc, il faut mieux avoir une pointe fine. Ça peut être une aiguille à brider, d'accord. excusez-moi. Oui, Ça peut être une aiguille à brider, ça peut être un pic de brochette en bois. Ça peut être ce qu'on appelle un attelet également, donc qui est une pique métallique décorative. Il y a plein de moyens, mais le plus étroit possible en tout cas. d'accord. Et alors OK. l'autre technique, quand on a l'habitude, c'est au toucher. Qu'est-ce Ah, qu'on fait? On met sa main au-dessus, on tâte la consistance du gâteau et un professionnel, il sait juger de la cuisson de son gâteau ou pas. Mais ça demande, disons, un petit peu d'expérience de la chose. beaucoup Donc là, d'expérience, oui. un petit peu, non, il faut l'avoir fait Oui, une fois ou deux pour oui. s'en rendre compte. Alors, on va retirer le gâteau du four une fois qu'il est cuit et on va le démouler. Tout de suite. On le démoule tout de suite. C'est pas la D'accord, peine d'attendre, ça ne d'accord. sert à rien. Parce Oui, que si vous attendez, le gâteau risque d'adhérer au moule. Donc, ça, ce serait oui, quand même plus oui, difficile après. absolument. Donc, on prépare une grille. Ce qu'on Mhm, peut faire, c'est mettre sur la grille un torchon bien propre, mhm, hein, de manière à ce que, si la grille a des trous, des filtrolages, ne pas abîmer la pâte. Et on mhm. retourne d'un geste franc, d'un geste brusque, enfin brusque, mais je dirais mesuré, on Oui, retourne carrément le moule. Et oui, normalement, le gâteau doit tomber de lui-même. oui. Si le moule était bien beurré, il n'y a aucun problème. D'accord. Et on le laisse refroidir. Alors, OK. on conseille généralement, c'est de réaliser ce genre de pâte la veille pour le lendemain. Oui, Parce que la pâte, quand elle est trop fraîche, est extrêmement difficile à manipuler, oui, difficile à découper. Donc, ça ne va pas. Il vaut mieux la faire au minimum le matin pour dans la fin d'après-midi ou la veille pour le lendemain, c'est encore mieux. oui, 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 c'est mieux. Alors, Oui, pour éviter que le gâteau ne sèche, ce qu'on fait également, c'est qu'une fois que le gâteau a refroidi, on l'emballe soigneusement, voire éventuellement dans un linge très légèrement, mais je dis bien très légèrement humidifié. oui, oui, Vraiment, il ne doit pas être mouillé, il doit vraiment être à peine humide pour maintenir l'humidité. oui, oui. Sinon, dans un récipient, je dirais hermétique, mais uniquement après avoir été bien entendu refroidi. Donc, Mhm. vous avez déjà ici la technique pour faire de la génoise et pour faire du biscuit duchesse. Vous allez me Eh, dire le gâteau de Savoie maintenant. Le oui. gâteau de Savoie, on peut partir des mêmes proportions, mais je peux vous en donner d'autres, c'est ce que je vais faire maintenant. Et là, le traitement est un tout petit peu différent. Alors, Mhm, je vous donne ici des proportions pour 20 jaunes d'œufs, que vous pouvez bien entendu diviser en deux ou diviser en quatre. mhm. Et pour 20 jaunes d'œufs, vous aurez besoin de 500 grammes de sucre. Ça, c'est le premier appareil que vous allez traiter séparément du reste. Et vous aurez besoin par ailleurs de 20 blancs d'œufs et de 100 grammes de sucre. Ça, c'est le deuxième appareil. Vous allez après incorporer l'un avec l'autre. Et vous aurez besoin de 500 grammes de farine tamisée. Même remarque que tout à l'heure, soit de farine pure, soit un mélange de divers féculents. Le premier point va être donc bien entendu de clarifier ces œufs. Alors là, j'ai quand même envie de vous donner quelques explications pour la clarification des œufs. C'est donc la séparation des jaunes et des blancs. Oui, Je vois de la part de certains grands chefs, voire même de certains pâtissiers qui ont je dirais une grande cote positive sur Internet et dans la société, je faire crains le des pire. bêtises. Oui. Et alors la bêtise, c'est quoi? Soit on veut faire du genre et casser ses œufs avec une seule main. Bon, dans le cas de la clarification des œufs, c'est impossible puisque vous devez séparer le blanc du jaune. Mhm. Et je vois aussi très souvent qu'on casse les œufs non pas à plat, comme on doit le faire sur une surface solide, mais qu'on les casse sur les bords d'un récipient. Oui, Et puis après, qu'est-ce qui se passe? On a des bouts de coquille dans ces œufs. oui, Et ça, quand j'avais des élèves, je leur disais toujours, un œuf, ça se casse d'un mouvement, je dirais, sec sur la table, une table en fois. pierre, une seule fois. Voilà. Oui, Et oui, pas commencer à tapoter deux, trois fois. Alors le pire, alors là, ça c'est le pire du pire, ce sont sur les tutos et les vidéos. Et c'est souvent pour des recettes, je veux dire, qui viennent de l'étranger, qui viennent de Russie, de Turquie, etc. On voit la personne qui officie, qui a l'œuf dans la main gauche, qui prend un couteau, hein, oui, genre couteau d'office, et qui tape avec le tranchant du couteau au milieu de l'œuf pour le casser. Bon, oui. si vous voulez être sûr d'avoir des bouts de coquille dans vos œufs, vous faites ça. Là, vous êtes certain de réussir. Il y aura des bouts de coquille. Parce qu'après, bon sang de bonsoir, quand il faut aller récupérer les bouts de coquille dans un plat de blanc d'œuf, bonjour les dégâts avec vos doigts, hein. Oui, oui, c'est Donc, pas triste. ça, c'est pas triste. Et Oui, alors, le deuxième point que je voulais vraiment attirer
à votre attention, c'est est-ce qu'on peut utiliser les coquilles pour servir à clarifier? Oui, on l'a fait pendant des siècles, Oui, tout en sachant une chose, c'est qu'on a de la chance, c'est qu'ici on va cuire le produit. Mais en oui, réalité, oui, le fait de faire lécher le blanc d'œuf sur l'extérieur de la coquille, vous remettez des salmonelles en suspension dans le blanc d'œuf. oui, oui, Donc, il y a un système très simple et que je vous conseille. C'est quoi? C'est d'utiliser le clarificateur à eux. C'est un oui, tout petit appareil en forme de coupelle qui est perforé en dessous. Il y a plusieurs modèles. Là, ouais, vous cassez l'œuf carrément, je dirais, entier dans le clarificateur. Vous avez le blanc qui va descendre par en dessous, dans le récipient qui est en dessous. Vous avez le jaune qui reste dans la cuillerée et vous retirez le jaune après. Ça, ouais, c'est l'idéal. ouais, ouais. Ça, c'est l'idéal. Mhm, Alors mhm. bon, je crois que j'ai tout dit. Vous clarifiez vos œufs. Vous avez donc des blancs d'œufs d'un côté et des jaunes d'œufs de l'autre. Vous allez devoir travailler ensemble les jaunes d'œufs avec le sucre, la plus grande quantité de sucre. Ça se fait au fouet. Donc, vous travaillez ça au fouet et vous faites mousser au maximum également. Donc, il ne suffit pas d'incorporer tout simplement le sucre et les jaunes d'œufs. Il faut faire foisonner au maximum. Oui, Autre oui, remarque, ne jamais mettre le sucre et les jaunes d'œufs en contact l'un avec l'autre sans travailler immédiatement oui. parce que sinon, vous avez une réaction chimique entre le jaune d'œuf et le sucre. Vous avez des particules de jaune d'œuf qui vont être chimiquement cuites par le sucre et vous allez avoir des taches dans votre gâteau. Ah oui, ah Hein. oui, 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 Donc, oui, vous oui. devez mettre le sucre tout en travaillant directement. Alors là, il n'y a aucun problème. D'accord. Petite pincée de sel que vous mettrez dans les blancs d'œufs et non pas dans les jaunes. Oui, Dès que je dirais que votre ruban foisonné, hein, est fait avec le jaune et le sucre, vous incorporez délicatement à la cuillère de bois la farine tamisée dans ce premier mélange. oui, Et pendant que vous êtes en train de réaliser ça, vous mettez vos blancs à battre. Alors, je rappelle maintenant comment on fait pour battre des blancs correctement. Être sûr d'abord d'avoir un récipient qui est entièrement et parfaitement dégraissé. Ça, c'est oui, important. oui, Si oui, vous avez un récipient qui est gras, parce que vous auriez fait par exemple une mayonnaise avant et que vous avez mal nettoyé le récipient, vos blancs vont avoir des difficultés à monter. Ça, c'est une chose. mhm. Deuxièmement, on va battre les blancs avec un peu de sucre. On va mettre une petite pincée de sel et surtout, on peut ajouter une pointe de crème de tartre. Ça, Ah c'est oui, important. La crème de tartre, on la vend en pharmacie. Ça n'est pas donné, hein. On la vend également. Pour vous donner une idée du prix, je pense que j'ai payé le kilo et demi 45 euros. oui, Donc, et alors on ne sait pas l'acheter. Ici, chez le pharmacien, on l'achète par 50 ou 100 grammes si on a envie. Mais oui, dans un magasin pour professionnels, moi, je l'ai acheté en 1,5 kg. oui, oui. Heureusement, j'en ai revendu 500 grammes à un ancien collègue, donc ça va. Mais vous en mettez l'équivalent d'une pointe de cuillère à café. Donc, pour 4 œufs, vous mettez un cinquième de cuillère à café à peu près. Alors, la crème de tartre, elle a un très, 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 très gros avantage, c'est qu'elle empêche les œufs de grainer. Ah Vous oui, pouvez battre vos œufs pendant 1 heure, ils ne graineront jamais. Et ça, c'est quand même important. Alors, d'accord. quel est ce phénomène de grainage des œufs? C'est que quand on a battu des blancs d'œufs trop, qu'on a dépassé, je dirais, le point optimal de Oui, battage, oui, c'est qu'ils deviennent floconneux et qu'ils grainent, qu'ils font des espèces d'amas, un peu comme du caviar, un peu comme oui, oui, c'est vrai. et Oui, voilà. Et à oui, ce moment-là, on a des blancs qui s'incorporent beaucoup moins bien dans tout ce dans tout ce dont il va falloir, que ce soit de la mousse au chocolat, que ce soit de la génoise, que ce soit du soufflé glacé. oui. On a des blancs qui ne se, qui ne se fondent plus avec l'autre masse. D'accord. Et alors, cette crème de tartre, elle évite ce genre de phénomène, tout D'accord. simplement. J'ai une question. Bicarbonate de soude? Non, Non. crème de tartre. C'est pour ça, je voulais bien te faire Crème de préciser. tarte. D'accord. Attention, ne pas confondre, crème de tarte, ce n'est pas de la poudre à flan, hein. Oui. C'est de la crème de tartre et non pas de la crème de tarte, hein, Oui, j'ai attention, hein. bien compris. Crème de Graines de tartre. Oui, tartre. mais j'ai des élèves qui parfois ont confondu, qui mettaient de la poudre pudding dans le blanc d'œuf, hein. Ah oui, Donc, oui. crème de tarte, c'est une poudre blanche qui est tout à fait naturelle, hein. Vous savez, la crème de tartre, d'où elle vient. Eh bien, écoute, Guy, je vais t'avouer que j'entends parler pour la première fois crème de tarte. Je ne sais pas Alors, ce que c'est.
On trouve la crème de tartre dans tous les fûts, de tous les fûts et toutes les cuves dans lesquelles on a fait de la vinification de vin. Ah, Donc, quand on utilise des foudres en bois, comme en Alsace, pour faire vinifier le vin blanc, mais ça existe pour le vin rouge aussi, hein, mhm. on a progressivement des cristaux qui se mettent en, en surface de la partie interne des foudres. Oui. Et alors, de temps en temps, on voit de la crème de tartre au contact de certains bouchons de liège dans certains vins, comme les vins C'est d'Alsace. ça, oui, C'est ça, la oui. crème de tartre. Cette petite Ah, poudre cristalline comme ça, qui se trouve parfois sur certains bouchons. absolument, Voilà. d'accord, Donc c'est un d'accord. produit tout à fait naturel. Alors qu'est-ce Oui. qu'on fait? Eh bien, après les fermentations, on récupère cette crème de tartre, je dirais, de manière industrielle, et on la broie finement et on a une poudre, et c'est cette poudre-là qui est utilisée. Et on trouve ça en pharmacie, tu dis? On en trouve en pharmacie, mais chez alors même sur Internet, hein, crème de tartre, D'accord, on va trouver. d'accord, Ça, c'est d'accord. vraiment l'arme absolue pour éviter que les blancs ne grainent. Alors, une fois Ok. que maintenant les blancs sont battus et qu'ils sont bien fermes, on Mhm. va les incorporer délicatement. Le premier tiers, on va l'incorporer éventuellement au fouet sans battre, mais en remuant le mélange de haut Mhm. en bas. Et ensuite, les deux derniers tiers, on va les incorporer soit à la marie, soit à la cuillère de bois, soit éventuellement à l'écumoire en fonction de la quantité. Donc, dans le Oui. premier mélange qui était œufs, sucre et farine. Oui, parce enfin, je ne sais pas si c'est la tradition, on dit il faut éviter de casser les blancs, il Oui, faut, tout à fait, tout à hein, fait. bon. Mais la première partie, on n'a pas trop le choix. Ah Comme le oui, ben mélange oui, sucre, sucre jaune d'œuf, farine est relativement compact, on doit bien à un moment donné le mettre et oui, l'incorporer pour détendre abs- l'appareil. Et ce n'est absolument. qu'après, évidemment, qu'on va y aller beaucoup plus lentement et beaucoup plus précautionneusement. Oui, oui. Alors même opération, hein, on doit verser précautionneusement dans son moule, beurré 2 fois, fariner soigneusement, Oui, cuisson 180 degrés. Voilà. oui, Donc c'est tout oui, simplement une question, je dirais, une question de technique qui est un petit peu différente. oui. Alors je vais D'accord. maintenant vous donner encore 2 autres recettes. Je vais vous donner, la manière de préparer ces génoises, ce biscuit duchesse, voire ce gâteau de Savoie au chocolat. Ah oui, Parce que dans certaines recettes, pas forcément les recettes aux fruits rouges, quoique par exemple, mûre et chocolat, ça va très bien aller ensemble. Même oui, chocolat framboise, hein, oui, ça peut très oui, bien aller ensemble. Donc, oui, comment fait-on? Eh bien, on va tout simplement remplacer une partie de la farine par du cacao. Alors, je vous donne ici une proportion. 450 grammes de farine pour 100 grammes de cacao en poudre, cacao dégraissé, pas du Nesquik, pas un instantané, hein, du oui, 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 véritable cacao noir dégraissé, hein. oui, oui, 16 œufs, 500 grammes de sucre et de 50 à 150 grammes de beurre comme tout à l'heure. Donc le traitement va être exactement identique, si ce n'est qu'on va tamiser ensemble le cacao et la farine de oui, manière à avoir, je dirais, une poudre homogène. Attention, tamiser 2 fois pour être certain d'avoir un mélange bien homogène, oui, hein. bien Mais le homogène. traitement est exactement le même. D'accord. Alors, on peut réaliser également, pas forcément pour ces recettes-ci, mais je vous donnerai d'autres recettes quand on arrivera vers l'hiver. Je vous donnerai des recettes avec des mousses moka, avec des mousses pralinées, etc. On peut Oui, également réaliser une génoise au café. Alors là, oui, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre du café soluble, hein, 15 à 20 grammes de café oui. soluble, et on va le tamiser également avec la farine de manière à incorporer du café soluble. Ah oui, Voilà. ah oui, le café instantané en poudre, Voilà, du café tu le mets instantané en direct. poudre. On le Tu mettrait également dans la farine. Voilà, tout D'accord, simplement. d'accord, tu le traites comme comme le chocolat. D'accord. Voilà. Et si maintenant vous aviez envie de faire le même biscuit mais avec des amandes, je vous donne également les proportions. Formidable. Ben voilà. Donc vous avez 16 œufs au départ, vous avez 500 grammes de sucre, ça ne change pas. Vous avez 400 grammes de farine et vous avez 200 grammes de poudre d'amande pure, tout D'accord, simplement, que vous allez tamiser d'accord, ensemble. d'accord, Et d'accord. vous avez toujours vos 50 à 150 grammes de beurre fondu, Oui, oui, refroidi. oui, Donc oui, ça ne change pas. Donc, le traitement que j'ai donné tout à l'heure pour la génoise et pour le biscuit duchesse reste exactement le même. Ce sont simplement les ingrédients qui changent légèrement. oui, Alors, de d'accord. nouveau, la poudre d'amande pure et la farine tamisée 2 fois pour avoir un mélange bien aéré, bien léger et bien homogène. N'oublions pas la petite pincée de sel. Oui, Cuisson, toujours évidemment à 180 degrés. Et là, mmh, vous avez un biscuit aux amandes, tout simplement. oui, oui, oui.
Et il D'accord. nous reste à voir maintenant les biscuits à la cuillère, Ah, parce que ça, c'est extrêmement important. Alors, on achète souvent des biscuits à la cuillère, je dirais industriels, c'est-à-dire des biscuits individualisés. Or, oui. lorsqu'on fait une charlotte professionnelle, et ça, j'en reparlerai lorsqu'on parlera du montage proprement dit dans l'épisode prochain, Mhm. on utilise des biscuits à la cuillère accolés, qui servent à faire le bord du gâteau, le bord de Oui, l'entremet. oui, oui. Alors, comment réalise-t-on cela? Eh bien, les proportions vont être un tout petit peu différentes, mais on va utiliser le même procédé que pour le biscuit de Savoie, Mhm. à savoir qu'on va d'abord mélanger un premier appareil et puis un second qu'on va lui incorporer. Alors, je vous donne les proportions professionnelles que vous pourrez évidemment diviser sans aucun problème Oui. par 2, voire même par 4 avec un petit problème, ce sera pour l'œuf. Vous allez comprendre. Vous avez besoin de 20 jaunes d'œufs au départ, de 400 grammes de sucre S2, donc cristallisé fin, et 2 œufs entiers. Alors, vous Mhm. divisez par 2, ça vous fera évidemment 10 jaunes d'œufs, 200 grammes de sucre et un œuf. Et un Vous œuf. devez encore rediviser en 2, vous allez Oui, vous retrouver ça se évidemment avec un complique. œuf à couper en 2. C'est pas Oui, grave, hein, comment vous faites? Vous cassez l'œuf dans une tasse tout simplement, vous le battez et à l'œil, hein, parce oui, qu'ici ça ne sera pas oui, une question de peser, vous oui, allez verser ou utiliser simplement la moitié, tout oui, simplement la moitié de l'œuf battu que oui. vous aurez cassé séparément. Alors vous battez donc ces 3 produits ensemble au maximum, hein, le sucre, les jaunes d'œufs et l'œuf. Et lorsque c'est fait, vous ajouterez 20 blancs d'œufs, 100 grammes de sucre, après avoir incorporé vos 500 grammes de farine, comme dans le cas du biscuit Savoie. Donc, on met d'abord la farine tamisée et on allège le tout avec de la meringue par la suite. Guy, j'ai une question. Euh, tu parles du vin blanc d'œuf. Le Oui, problème, c'est que c'est compliqué de trouver uniquement du blanc d'œuf. mais non, puisque vous aviez utilisé 20 jaunes d'œufs au départ pour le Euh, premier appareil. oui, mais parfois, il y a les œufs entiers et il faut rajouter du blanc d'œuf. Ah, mais ici, ce n'est pas le cas, puisque j'utilise dans le premier appareil 20 jaunes d'œufs et j'utiliserai les blancs de ces 20 jaunes pour le deuxième appareil. Ah, d'accord, d'accord, Donc, d'accord. OK. il n'y a aucun souci. Donc, je rappelle, première composition, 20 jaunes d'œufs, 400 grammes de sucre et 2 œufs entiers. Et deuxième appareil, 20 blancs d'œufs et 100 grammes de sucre battus ensemble. Donc, les OK. blancs et les jaunes correspondent parfaitement. Ça marche. D'accord, Voilà. d'accord. D'accord. OK. Alors, ce qui est extrêmement important dans le cas des biscuits à la cuillère, encore plus que dans le cas de la génoise, c'est que vous allez devoir faire un dressage à la poche à douille. Ah oui. Ce qui veut dire que si vous avez mal travaillé et que vous avez trop incorporé vos blancs d'œufs de manière à faire reliquéfier votre appareil, vous allez avoir énormément de mal à le mettre dans une poche à douille. Il va être Mm, trop liquide. mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise à ce moment-là une plaque qu'on va beurrer, qu'on va éventuellement fariner, ou on va la garnir d'un papier. Moi, je conseille de la faire sur papier, hein, papier cuisson beurré. Vous mettez dans une poche à douille avec une douille ronde unie, vous mettez votre appareil dedans en essayant de le prendre à la corne, mais sans le lécher. Donc en le prenant sans l'étirer. Vous le prenez devant vous, vous le mettez dans votre poche à douille, Ouais. et puis vous tracez sur tout l'ensemble de votre plaque des bandes, hein, donc que vous déposez des bandes de biscuits que vous allez mettre les unes à côté des autres, tout simplement. Voilà. De manière D'accord. à avoir comme ça toute une série de bandes de biscuits, les unes à côté des autres, que vous découperez par la suite, je vous expliquerai comment. Oui. Alors, vous allez saupoudrer le tout avec du sucre glace, vous allez attendre quelques instants, vous pouvez ressaupoudrer une deuxième fois avec du sucre glace, de manière à donner, après cuisson, un aspect croustillant à vos biscuits à la cuillère. Mm, mm, Une fois c'est bien, deux fois c'est mieux. mm. Lorsque vous avez saupoudré pour la deuxième fois, vous enfournez de nouveau four à 180 degrés. La cuisson va être beaucoup plus rapide étant donné que l'épaisseur est beaucoup plus fine que tout à l'heure, Oui. puisqu'ici on va avoir l'équivalent d'un doigt d'épaisseur et non pas 4, 5 ou 6 centimètres. Oui. Donc on surveille. Cuisson 10, 12 minutes pour vous donner une idée. Mais c'est à Mhm, la, je dirais, c'est à la surveillance que vous allez pouvoir juger. mm, Éventuellement, vous retournez votre plaque d'avant en arrière, de mm. manière à ne pas avoir de différence de cuisson. Et ensuite, vous démoulez. Alors, quand on démoule ici, on démoule en laissant sur le papier. Et Oui. ce n'est qu'après que vous allez, lorsque c'est refroidi, enlever du papier. Oui. Mm. Voilà, nous avons vu toutes les recettes de base pour ce qui c'est les pâtes. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé.
Et Oui. la fois prochaine, nous verrons toutes les recettes de mousse et leur utilisation. Oh, très bien, Guy. Eh ben, écoute, merci beaucoup, hein. Et bien sûr, on a hâte d'être au prochain épisode où on va utiliser ces pâtes, hein. Merci beaucoup, Guy. Euh, J'espère que j'ai été suffisamment clair et que j'ai donné oui, suffisamment, je dirais, d'astuces et de trucs de manière à ce que là, vous puissiez réussir le plus facilement possible. absolument. Et alors, je dis pour nos auditeurs et les gens qui nous regardent, toutes les recettes que Guy vient de nous donner, vous les retrouverez sur le site internet en même temps que l'épisode, là en l'occurrence Entremets aux petits fruits d'été, vous retrouverez les recettes écrites, hein. Donc ça sera beaucoup plus facile pour vous, une fois que vous avez écouté les conseils de Guy, vous les retrouverez et vous pourrez les éditer, donc ça facilitera la tâche. Merci beaucoup, Guy. Ce Et, fut un plaisir, Claude, comme d'habitude. et au prochain épisode pour comment est-ce qu'on utilise ces pâtes que l'on vient de faire, ces gâteaux que l'on vient de faire, qu'est-ce qu'on met dessus, comment est-ce qu'on les travaille. J'ai hâte. Eh bien, Merci Guy, à bientôt. à bientôt, Claude. Chers amis auditeurs et spectateurs, au revoir aussi, pardon, hein. On est tellement passionnés avec Guy qu'on en oublie de remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.